Bienvenue à vous tous, madame, messieurs, et merci de votre fidélité renouvelée à Version Croisée. Voilà, d'entrée de jeu, jusqu'où va aller le bloc patriotique dans sa démarche d'exiger la dépolitisation de la CENI, alors que l'on sait déjà que le nouveau président a été installé, investi et a commencé probablement le travail. Est-ce que cette démarche va aboutir à quelque chose? Est-ce que possible à l'heure actuelle de faire marche arrière, de recourir encore aux confessions religieuses pour rechercher un consensus? Est-ce que cette marche d'ailleurs va réussir ici à Kinshasa? On en parle dans Version Croisée avec mes deux invités que je vous présente déjà. Madame Arlette Odia, maître Arlette Odia, qui est présidente d'une ASBL, le CDUC, qui fait partie justement de la société civile. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci. En face de vous, vous n'êtes pas seul, en face de vous, un autre avocat, maître Patrick Mutombo, membre cofondateur du FP 2023, ainsi que le porte-parole de cette plateforme éponyme. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Gaëtan. Alors permettez-moi d'abord de vous remercier, de vous dire merci parce que vous avez accepté sportivement, rapidement, mon invitation comme ça. Et d'entrée de jeu, j'aimerais que l'on vous fassiez quelques petits commentaires sur ce sujet d'actualité. Depuis ce matin, dans l'Est, il y a une énième incursion d'un mouvement rebelle dont on ne connaît pas exactement les noms. Certains parlent du M23 qui aurait repris le contrôle de quelques territoires. Il y a notamment le territoire de Tchanzo, etc. Une incursion qui laisse perplexe la population de ce coin du pays. On parle de 4 villages dans Jomba, en territoire de Rutshuru. Justement, ils ne sont pas des rebelles inconnus. La population se déplace déjà. Je commence avec vous parce que vous êtes l'Union sacrée de la nation, cette plateforme du chef de l'État. Et vous accompagnez d'ailleurs Félix-Antoine Tshisekedi, qui est à l'état de siège. Au Sud Kivu, il y avait incursion récemment. Aujourd'hui, il y a une autre incursion sans pour autant être fataliste. J'aimerais qu'on soit un tout petit peu patriotique. Est-ce que l'état de siège, ça a produit quelque chose quand même jusque-là? Monsieur Gaëtan, le Front patriotique a récemment séjourné en Ituri avec son coordonnateur, Steve Mbeka, et quelques responsables de premier plan de notre structure. Nous sommes mieux placés que beaucoup de Congolais pour pouvoir parler de l'insécurité qui avait élu domicile depuis un certain temps et qui fait tabac jusqu'à encore aujourd'hui, malgré l'état de siège qui est engagé. Vous avez vu les cicatrices, les affres de la guerre sur place, oui. Du moins, ce matin, c'est avec tristesse, une fois de plus, que nous avons suivi ce qui venait de se passer ce matin. Du moins, il faut noter que la République démocratique du Congo, particulièrement son gouvernement, a engagé des grandes offensives contre les rebelles. Et partout dans le monde, même dans la lutte contre le terrorisme que les Américains, l'OTAN, les Français engagent tout le jour, au moment où on intensifie les offensives, c'est en ce moment-là que l'ennemi, pendant qu'il est en train de fuir, qu'il profite pour commettre quelques actes de sabotage. Nous sommes confiants en notre armée. Nous estimons que ce n'est pas la question de l'opposition ou de la majorité, c'est une question qui concerne la République et les Congolais, dans leurs différentes couches, doivent se mettre ensemble pour encourager les FARDC. Parce que, vous le savez, l'armée est apolitique. L'état de siège semble être... Un petit commentaire décousu, un peu de tendance politique. L'état de siège, tel que ordonné par le président de la République et plusieurs fois soutenu par des organes délibérants, semble être la seule alternative, c'est-à-dire le seul choix que nous avons pour mettre fin à l'insécurité. Donc, au nom du Front patriotique, tout en réitérant notre sympathie, notre solidarité à nos populations de l'Est, nous demandons au FARDC de prendre les mesures conséquentes pour arriver à la logique
Merci Patrick Mutombo. Rapidement, Patrick Mutombo dit que l'état de siège semble être l'alternative la plus sûre. Vous allez commenter, mais je vous donne quelques éléments d'information pour remettre de l'eau dans votre moulin. C'est une note d'information donnée par la société civile Force Vive de la RDC, province du Nord Kivu, qui cite les villages attaqués. Il y a les villages de Tchanzu, Runyoni, Kinyagurube et Ndiza, dans le groupement de Jomba, sur la frontière entre l'Ouganda, par des groupes rebelles armés non encore identifiés. J'espère que vous allez rejoindre peut-être la pensée de Maître Patrick Mutombo pour être patriote, encourager un tout petit peu nos forces armées, ou essayer d'être un tout petit peu critique vis-à-vis de l'état de siège qui ne produit rien pratiquement. Du tout. L'armée de la République est en train d'abattre un travail très considérable pour, ne serait-ce que, mais vraiment tant soit peu, aider nos populations qui se trouvent dans ce coin de la République, de pouvoir encore tenir. Ça, c'est à saluer. Et moi, en tant que présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, qui est une structure à part entière, je profite de l'occasion de votre plateau pour présenter toute ma compassion à nos frères et à nos sœurs, nos compatriotes qui sont toujours confrontés à ces genres de réalités malheureuses. Mais entre-temps, j'appelle les autorités du pays à assumer leurs responsabilités de ce côté-là. Justement, à faire en sorte que l'on puisse parler un tout petit peu avec enthousiasme de l'état de siège. Oui, mais entre-temps, il faut aussi se dire, mais qu'est-ce qui est vraiment à la base de tout ce qui se passe là? C'est vrai que de l'autre côté, on vous dira toujours que c'est qu'on a vécu depuis toutes ces années et que d'ailleurs, à ce jour, il y a beaucoup plus d'efforts qu'avant. Bon, nous, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les résultats, c'est poser des questions sur les raisons fondamentales de ces choses. Maître Arlette, on en vient à notre sujet principal. Après la guerre du groupe rebelle, c'est la guerre des marches, c'est même la thématique de notre émission. Votre marche devrait avoir lieu normalement la semaine passée. Vous l'avez reportée pour le 13, ce samedi. Justement, les Congolais se posent un peu la question de l'opportunité probablement, et justement des résultats que vous attendez après cette marche. Est-ce possible aujourd'hui de faire marche arrière, de retourner, de dépolitiser, un terme qu'on ne sait pas aussi bien définir aujourd'hui? Pourquoi vous tenez absolument à marcher? Pour une raison fondamentale. La raison est que l'impression qu'il y a au pays à ce jour, c'est que la personne qui dirige la République ne prend pas en considération les frustrations des populations. Et parmi ces frustrations, il y a la CENI. La CENI, c'est une structure qui est appelée à organiser des élections. C'est en quelque sorte l'arbitre du match électoral. On ne peut pas comprendre que la désignation des membres de la CENI se passe dans une certaine opacité qui ne permette pas à l'opposition ou même à une frange de la société civile de participer. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est lorsque on trouve normal de l'autre côté que la CENI soit mise en place avec un nombre réduit par rapport au nombre prévu par la loi qui organise cette structure. C'est ce qui est beaucoup plus regrettable. Nous comparons la situation avec un match de football qui est supposé avoir 4 juges, mais que une équipe préfère commencer avec 3 ou 2 juges. 2023 s'approche à grands pas. On risque d'avoir des élections au-delà du délai constitutionnel. On va crier encore au bilan. C'est pas ça votre démarche. C'est là le débat qui divise la classe politique. Ceux qui dirigent pensent qu'il faut absolument et de n'importe quelle manière organiser les élections de 2023, mais l'autre camp voudrait que oui, les élections se tiennent en 2023, mais que toutes les dispositions soient prises aussi bien par les forces politiques que par les forces sociales pour que ce soit des élections meilleures que celles d'avant. Mais cet état de choses semble ne pas intéresser. Bien sûr, l'Union sacrée, pas c'est elle qui dirige à ce jour. Et c'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il y a intérêt à ce que
qu'il y ait beaucoup plus de pression exercée sur l'Union sacrée pour comprendre tout simplement que les élections, ce n'est pas l'affaire d'un camp politique, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. Politique qui s'est montré un peu pragmatique. Oui. Je cite là la personne de M. Jean-Pierre Bemba qui a exhorté, je vais lire rapidement, en dépit de ce manque de consensus et de multiples difficultés que traverse le pays, au nom de la cause nationale, a privilégié l'intérêt national. Il a cité pas mal de choses, le fait d'avoir un président de la CENI ne garantit ni la fraude, il y a des mécanismes possibles pour essayer d'avoir un œil beaucoup plus vigilant pour voir, pour bien observer les élections. Est-ce qu'il ne vous manque pas de pragmatisme dans le bloc? Oui, alors à cela, il faut aussi ajouter l'une déclaration de l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui autrefois, donnant son avis sur la désignation de Corneille Nangaa, disait, demandait à l'opposition plurielle de ne pas trop s'attarder sur les individus parce que, comme l'a dit le président Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas la présence d'un membre ou d'un président de la CENI qui peut garantir la victoire aux élections, même si ça peut, dans une certaine mesure, constituer les quelques éléments de victoire. Mais pour nous, la situation est tout à fait différente. Je venais d'évoquer ici le fait qu'à l'époque de Corneille Nangaa, il y avait l'équipe tout entière qui avait été mise en place. Ici, nous sommes dans des circonstances où sur les 15 que doit constituer la CENI, seuls 12 est là. Et vous avez même dit dans votre entame, introduction, que les 12 sont déjà en train de travailler. Ça veut dire que si les 3 autres devraient rejoindre l'équipe, ils viendront avec retard. Et c'est ce qui, malheureusement, suscite des craintes et de doutes par rapport à la crédibilité. Patrick Mutombo, nous sommes aujourd'hui en face d'une crise qui n'a pas encore dit tout son nom. Après le 13, on saura un peu plus où est-ce que le pays sera, dans quel bateau on sera embarqué. Et pourtant, l'Église catholique, les mouvements de la société civile avaient prédit cela. On a dit au chef de l'État, il ne faut pas absolument entériner ou investir Denis Kadima parce que vous allez plonger le pays dans le chaos. Qu'est-ce que vous dites? D'abord, il faut noter que nous avons une frange de nos populations qui se font caractériser par une espèce d'oppositionnisme qui le conduit à tout refuter en bloc. Mais vous aussi, vous refusez tout à la Cour constitutionnelle. Que ça vienne, vous avez refusé tous les autres avis. Que ça vienne. C'est des forcing en forcing. Que ça vienne de la société civile, que ça vienne de la majorité ou d'ailleurs. J'ai suivi avec une attention soutenue ma sœur, qui représente la société civile sur ce plateau, donner ses points de vue. J'ai bien voulu entendre quelles sont les motivations qui leur poussent à aller dans la rue. Vous avez politisé la CENI, je peux répondre à sa place. On évolue. Non, attendez. Oui. Aller manifester. Elle estime que voilà, il y a une partie des populations qui sont frustrées parce qu'il n'y a pas eu... Mais, madame, sur base de quoi affirmez-vous cela? Quelle est cette population qui n'est pas d'accord avec Kadima et avec les autres? Parce que si cette population n'était pas d'accord, elle n'attendrait pas le mot d'ordre d'un leader ou d'un chef religieux pour descendre dans la rue. C'est avec spontanéité que cela se passe. Vous savez, l'histoire politique de notre pays nous renseigne que le peuple congolais, le peuple zaïrois d'antan, le peuple congolais aujourd'hui, c'est un peuple brave. C'est un peuple qui sait se prendre en charge quand il le faut et pour des bonnes causes. Donc, à la question de savoir s'il existerait une partie de nos populations frustrées du fait de la mise en place de la CENI, moi, j'ai dit haut et fort que ce n'est pas vrai. Des deux. N'est-ce pas le chef de l'État actuel qui était opposant autrefois, qui mobilisait les gens avec l'Église catholique, avec Martin Fayulu et autres? On n'a pas vu la population de manière spontanée aller dans la rue. S'il vous plaît, j'en viens. Oui. On estime que lorsque la loi dispose que pour le bureau, il faut 15 membres qui doivent venir de la majorité, de l'opposition et de la société civile, actuellement il y a 12, il y a un dysfonctionnement. D'abord, en tant que juriste, vous devriez commencer par donner le soubassement, c'est-à-dire le texte légal qui interdirait à un bureau de fonctionner en l'absence
d'un ou des deux, tout en sachant que le mécanisme ne peut pas ou ne doit pas être bloqué à cause de caprices des uns et des autres. Mais la question qu'il faut se poser à ce point n'est pas celle de savoir comment la CENI a pu démarrer avec 13 membres, c'est plutôt celle de savoir pourquoi la CENI démarre avec 13 membres en lieu et place de 15. Mais c'est pour éviter la triche, la fraude, qui vont se concrétiser par le glissement tel que veut l'opposition. Vous savez, Félix Tshisekedi vient au pouvoir dans un contexte tel que nous étions obligés d'aller dans un arrangement, une transition avec Kabila, pour permettre à ce qu'il ne s'éternise pas au pouvoir. Et il ne peut pas rééditer les défauts que nous avons reprochés à l'ancien régime ou à l'ancien pouvoir. Est-ce que je dois vous rappeler que Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a eu à accorder pendant plus de 4 mois les moratoires à l'opposition qui se fait appeler concession religieuse ou quelques chefs religieux qui sont dans l'opposition? Mais dites-moi un peu, face à ce blocage, qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que l'opposition, vous savez, Gaëtan, pourquoi l'opposition existe? C'est parce que nous ne pouvons pas tous être d'accord avec la majorité. Donc, quel que soit le scénario, quels que soient les individus, les personnes que vous allez mettre à la tête de la CENI, le président de la République pourrait être contre, l'Assemblée nationale peut être contre, l'opposition peut être contre, Maître, la société que vous me laisserez l'occasion de vous poser des questions de relance. Battons-nous, je conclue, oui. Battons-nous pour avoir plutôt des institutions fortes, une CENI forte. Le Front patriotique l'avait dit. On a été content de constater que le président Jean-Pierre Bemba puisse rejoindre la position du Front patriotique qui, depuis le temps, nous proposions à l'opposition de se battre pour avoir une CENI forte et transparente et non des individus forts. Parce que si on renforce le mécanisme de surveillance tel que l'on puisse rendre public les résultats le même jour, faire la compilation et les publier, on ne voit pas par quelle magie le président de la CENI, le rapporteur ou qui que ce soit pourrait venir pour la tricherie. Ok, maître, voilà, vous avez demandé, posé la question, au lieu de me laisser cette latitude de poser des questions, vous avez demandé à Madame Odia de vous donner quelques soubassements. Je préfère vous relancer cette question avant qu'elle réponde à ça. C'est prévu d'avoir 15 personnes devant constituer le bureau de la CENI, on en a 13. 12. On en a 12, ouais, justement, merci pour la correction. Alors, quel soubassement l'Assemblée nationale, sur quel soubassement, justement, on a pu entériner ces personnes? Vous savez, en droit, j'ai cet avantage d'avoir un juriste devant moi. Donc, on est mieux placé pour pouvoir comprendre certaines nuances de droit. C'est que j'étais en train de dire en droit, il y a un principe tel que tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est-à-dire en l'absence d'une interdiction légale portant sur le fonctionnement de la CENI à 13. Donc on pouvait même avoir 5 membres. Non. On allait fonctionner, non. La CENI allait fonctionner. C'est quoi le principe? C'est oui. que nous avons largement dépassé la majorité. L'opposition, peut-être, il y a peut-être 3 de l'opposition au FCC, mais il y a la société civile, il y a les autres. Alors, parce que si nous étions dans d'autres régimes, on prendrait, parce qu'il y a les gens du PPRD, les gens du FCC qui ont envoyé les listes. Mais l'Assemblée nationale a estimé qu'on ne pouvait pas entériner ces listes-là parce qu'on veut que ça sorte de canaux officiels. Alors, on ne veut pas non plus verser dans le piège, dans la tentation de l'opposition qui veut coûte que coûte que nous puissions dépasser le délai constitutionnel pour l'organisation. Madame Odia, rapidement, est-ce que la question du soubassement se pose? Mais c'est peut-être à lui de poser cette question parce que nous voyons les choses autrement. Le regret qu'on a aujourd'hui au pays, c'est que le pays semble être dirigé tout simplement par les hommes de loi. Ils viendront vous dire que où est-ce que c'est écrit
voilà ce que dit l'article ceci, voilà ce que l'article cela. Moi, je vois les choses autrement. Seuls les hommes d'État sont appelés à diriger un pays. Et ceux-là ne cherchent pas le problème, les solutions aux problèmes de droit, ils cherchent les solutions aux problèmes de société. Et ici, il est question d'un problème de société. Il a été mis en place une CENI, il a été voulu par la classe politique qui s'est retrouvée à Sun City, que, en attendant l'administration électorale qui peut être prise en charge mais justement par le ministre de l'Intérieur, mais entre-temps c'est la CENI, elle sera constituée des membres venus de l'opposition, de la société civile, de la majorité. Mais pour vous, c'était pour rien. C'est une démarche qui n'est partie sur aucune base. Pour vous, c'est pour constituer une CENI qui peut être complétée au fur et à mesure. J'essaie de comprendre parce qu'à cette époque, l'UDPS n'était vraiment pas de mèche avec ceux qui travaillaient à Sun City. Il était plutôt dans l'oppositionniste dont vous faites allusion aujourd'hui. Quand vous parlez des motivations, vous dites que le peuple n'est pas frustré. Vous pensez même que si frustration il y aurait, le peuple se serait mis dans la rue automatiquement. Laissez-moi vous dire que la question des élections, elle n'est pas gérée par le peuple. Le peuple va faire son choix, mais tout le travail est fait par la classe politique à côté des forces sociales. Ça veut dire les forces politiques et les forces sociales. Et quand il y a un couac dans la mise en place d'une CENI, croyez-moi, le peuple peut ne pas s'en rendre compte. Il faudrait qu'il y ait la classe des éclairés pour dire qu'ici, il y a un problème. Ici, il n'y a pas de problème. Et c'est le travail que le KLCC Milapro a fait, le travail qu'a accepté de faire le FCC et la MOUCA, le travail qu'a accepté de faire le CEDUC, qui est notre structure et tant d'autres structures, pour éclairer l'opinion, éclairer la lanterne du peuple, à lui faire comprendre que si les élections ne se tiennent pas correctement, c'est l'avenir du pays qui est compromis. Il ne faut pas donner ici l'impression que nous sommes contre les individus. Non, nos revendications vont au-delà des individus. Nous critiquons le processus qui a amené ces individus au sommet ou à la tête de la CENI. À partir du moment où on s'est expliqué que ce processus était irrégulier, au point de compromettre le lendemain du pays, mais voilà pourquoi nous allons mobiliser, voilà pourquoi nous sommes en train de mobiliser, voilà pourquoi il y aura ce peuple que vous voulez voir. Attendez le 13, vous le verrez, mobiliser pas seulement pour les questions des élections, mais aussi pour les questions de bonne gouvernance qui encore posent problème dans ce pays. C'est vrai, vous allez peut-être réagir, vous reviendrez sur ce sujet, mais on prend l'autre sujet, on change de thématique rapidement. Vous l'avez vu, le chef de l'État était pratiquement à l'extérieur du pays où il a fait un ballet diplomatique qui a beaucoup fait parler de lui. Il a été à la fois à Glasgow, après il est allé à la COP 26 justement, bien avant c'était le G20. Alors à son retour, c'était pratiquement une grande mobilisation voulue comme ça par l'UDPS, accompagnée par d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée, mais c'est pas vraiment ça ce qui a choqué. Ce qui a choqué, c'est qu'on a vu des bus Transco transporter des députés nationaux censés faire partie d'une institution qui à la fois peut contrôler tout le monde, justement. Ça a frustré pas mal des politiques. Je remets à la table de discussion cette question. Est-ce que ça vous a dérangé aussi de voir les députés nationaux aller accueillir le chef de l'État? Est-ce normal dans une démocratie? Non, mais en tout cas, personnellement, ces déplacements ne m'a pas dérangé. Mais quand est-ce que ça choque les esprits? C'est lorsque on préfère aller dans un divertissement, moi je peux appeler ça comme ça, par rapport à résoudre le problème imminent. Vous vous souviendrez que le même jour, il y a eu incursion, le même jour ou un jour avant, il y a eu incursion dans la ville de Bukavu, qui pouvait, n'est-ce pas, susciter l'attention des élus du peuple pour se concentrer et trouver la solution à ce problème. Entre-temps, il y avait apparemment une plénière aussi. Il y a eu également l'honorable député Jean-Baptiste Kassekwa qui a déposé une motion je pense, des défiances contre le ministre de la Défense nationale pour venir parler de la question des l'aide du pays. Vous avez suivi qu'il a été donné instruction au service courrier de ne pas réceptionner la correspondance de l'honorable député Jean-Baptiste Kassekwa. Et c'est tout cela qui dérange le plus. Que les gens aillent recevoir le président de la République
ou pas. Mais là, c'est très discutable. Ce qui est beaucoup regrettable, c'est lorsque les questions d'État sont reléguées au second plan par les personnes supposées défendre l'intérêt général avant tout. C'est de ça qu'il s'agit. Les députés nationaux ont perdu de vue leur première mission, parce que certainement, on dit que vous, grassement, vous les entretenez, vous les nourrissez, ils ont des véhicules, des Jeep Palisade, du coup, ils ont oublié quelques priorités. Ce jour-là, on a dit qu'il y avait incursion des rebelles, des dépassements de population, ainsi que quelques morts. Est-ce que l'Union sacrée de la nation n'est pas en train de déshonorabiliser, si je peux me passer ce néologisme, en train de rendre déshonorant la fonction de député? Vous savez, est-ce que les députés sont toujours déshonorables? L'opposition actuelle à laquelle fait partie madame, si jamais, elle est de la société civile. Si jamais elle devrait j'ai comme l'impression que vous faites bien son porte-parole, là. Mais il est en train de recadrer les faits. Donc, l'opposition à laquelle fait partie madame, si jamais elle doit se retrouver au paradis, elle ne manquerait pas de reprocher au Dieu tout-puissant son autoritarisme, son autorité sur nous. C'est parce que c'est des gens qui ne peuvent pas manquer à critiquer. Voilà. C'est des gens qui préfèrent amuser la galerie avec des critiques qui sont vraiment peu fertiles. J'aurais aimé que vous répondiez à ma réponse directement. Justement, avant de répondre à votre question, je dois d'abord recadrer certains points tels que développés par madame. Lorsque madame dit que les peuples doivent être gérés, quand il y a la frustration selon son entendement, les peuples doivent bénéficier de l'autorisation de ce qu'elle appelle des éclairés pour descendre dans la rue. C'est une abomination. Et au nom de ces peuples, je pense que vous devez retirer ça parce que les peuples est assez mûrs et responsables. Madame, je ne sais pas si la date du 4 janvier 1960 vous dit quelque chose. Je ne sais pas si Lumumba, Kasavubu, Munkamba, Iléo, tous ces gens-là vous disent quelque chose. Ils n'avaient pas besoin d'avoir de mentors. Ils n'avaient pas besoin d'avoir des gens qui allaient les pousser à quelque chose. Nous avons un peuple qui est éclairé, non? Nous avons un peuple qui n'a pas besoin de ce que vous appelez éclairé pour descendre dans la rue. Sinon, ça devient de l'intox. Sinon, ça devient de la manipulation. Et je n'accepte pas que l'on dise de mon peuple qu'il est manipulé. Madame a soutenu ici que l'on ne peut pas mettre en place une CENI de 15 avec 12 membres parce qu'il y a de manquants. Et j'ai dit qu'il n'y a aucune disposition légale qui interdit une telle pratique. Elle répond en disant que voilà, le Congo est en train de sombrer parce qu'il y a plus des hommes de loi que des hommes d'État. Parce que les hommes d'État règlent des problèmes sociaux et non de problèmes politiques forcément. Mais madame, vous ne savez pas ce pourquoi on a installé le cadre juridique. C'est pour que les résolutions de tout ce qu'on peut avoir comme problème passent par des mécanismes déjà établis. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas engager des dépenses, on ne peut pas décréter l'état de siège, on ne peut poser aucun acte d'autorité ou de disposition par l'autorité administrative ou politique sans passer par les voies légales qui sont établies. Donc, de ce fait, vous aurez l'humilité de comprendre que ce qui n'est pas interdit est permis. Et par conséquent, la CENI peut travailler dans son format actuel le temps que l'opposition puisse la rejoindre. C'est faisable et ça se fait. Ça ne nous a pas choqué de voir les députés nationaux faire l'économie de la question cruciale de l'insécurité pour laquelle le chef de l'État. Je serais fondamentalement choqué si je voyais les magistrats, le président de la Cour constitutionnelle, le président de tribunaux, de grande instance, de tripé, aller accueillir le président de la République. Parce qu'on doit bien asseoir et assimiler cette notion qui se fonde sur la séparation de pouvoir. Ici, ce sont des députés de l'Union sacrée, c'est-à-dire les députés d'une famille politique, qui sont allés accueillir avec funeste
leur camarade, qui est de surcroît président de la République. Pourquoi voulez-vous instaurer la dictature à ce point? C'est-à-dire, lorsque Martin Fayulu rentre, et que autour de lui, vous retrouvez les députés nationaux de l'opposition qui vont l'accueillir, c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas cette euphorie de colère lorsqu'il y a des gens de Fayulu qui vont l'accueillir? Quand Katumbi vient ici, les gens, ses partisans, ses députés vont l'accueillir. Et pourquoi Tshisekedi ne peut pas être accueilli par les gens qui sont de sa famille politique? Avez-vous vu Mbosso dans sa casquette du président de l'Assemblée nationale ou bien d'un membre influent de l'Union sacrée qui est allé accueillir un camarade qui est de surcroît président de la République et qui a posé des actes diplomatiques de grande renommée qui méritent congratulations, qui méritent applaudissements? Mais ce qui a choqué dans cette histoire, c'est qu'il y avait une plénière prévue ce jour-là, et il y avait également d'autres questions importantes de sécurité, mais on a vu les députés quand même faire ce déplacement. Il n'y a jamais eu de plénière prévue à ce jour. Et vous êtes journaliste, il ne faut pas induire l'opinion. Aujourd'hui, les gens se disent de plus en plus, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance véritablement de l'institution présidentielle? Mais il n'y a jamais eu plénière ce jour-là. D'après certaines personnes. Je vous informe, non, il n'y a pas d'après certaines personnes. Vous êtes journaliste et vous êtes censé donner les bonnes informations. D'après certaines personnes, c'est quoi? Vous faites l'apologie des rumeurs. Il n'y a jamais eu de plénière ce jour-là. Bien plus tôt, je pense un jour avant, ou 2 jours, il y avait une plénière consacrée à la sécurité, consacrée à la question de l'Est. Dois-je vous rappeler ce qu'ont été le propos dur du premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Kabound, qui sermonnait le ministre de la Défense du fait du persistement de la guerre à l'Est, en lui disant qu'il faut citer, il faut dénoncer les généraux qui versent dans le manquement, dans l'improbité. Il a cité. Alors, parce que Tshisekedi était en train de rentrer dans son pays, sur sa terre natale, la terre de ses ancêtres, la terre où il a 2 partisans. Il a une famille politique, la plus grande famille politique avec ancrage mémoral. Auriez-vous voulu que les gens s'interdisent de manifester leur joie parce que ça vous générait? On a comme l'impression que le pouvoir à place a changé de devise. On n'entend plus le peuple d'abord, tout est tourné autour du chef de l'État. Madame Arlette Odia, d'ailleurs, dans son discours, lorsqu'elle claquait la porte de l'Union sacrée, elle avait dit qu'il y aurait comme une sorte de culte de personnalité. On a vu ça lorsque les députés allaient accueillir le chef de l'État. Il n'y a pas seulement ça, il y a même des chansons qui critiquent la gestion, la gouvernance à l'heure actuelle. Je ne vais pas citer la chanson du MPR, probablement vous l'avez lu, qui dépeint le tableau social qui est de plus en plus sombre en RDC. Est-ce que le peuple d'abord a toujours son sens? Donc, merci de comprendre avec moi qu'il n'y a pas eu ce jour-là de plénière et que c'était normal. D'ailleurs, je vous le conseille alors. Maître venait de le dire que ça n'est pas du tout choqué de ce fait. Alors, si son choc viendrait uniquement du fait de la non-programmation ce jour-là, de la plénière consacrée à l'Est, je porte à sa connaissance qu'1 jour avant, il y a eu une plénière. Alors, concernant les chansons, vous savez, nous tirons notre existence politique de ceux qui nous ont colonisés, c'est-à-dire le Belge et l'influence française que nous avons. Et la beauté du débat politique, c'est lorsque les idées sont triomphantes sur les émotions et les passions. Les chansons telles que chantées, elles interpellent tout le monde. Ces chansons interpellent Kassavungu. Ces chants sont interpellateurs pour Mobutu. Ces chants sont interpellateurs pour Kabila. Ces chants interpellent tout le monde. On ne peut pas dire que nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. Non. Après 60 ans de creux, après l'isolement diplomatique dans lequel nous avons assisté, où un président de la République ne pouvait même plus se rendre à Brazzaville, après les sanctions de tout le classique du régime par l'Union européenne,
par l'Amérique et même par certaines organisations sous-régionales, je pense qu'il y a de grands pas de géants qui sont marqués par ce budget, mais le creux était important. Et Maître Arlette, avec un peu de en avril, temps, les choses vont en avril de cette année, justement, vous aviez quitté l'Union Sacrée de la Nation. Vous étiez parmi les premières personnes à ramer à contre-courant, alors que toutes les personnes allaient dans un sens unique. Dans votre discours, vous aviez dit également que l'Union Sacrée, je suis en train de paraphraser, n'était pas vraiment inscrite dans la logique de remonter les niveaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous voyez les frustrations dans la chanson MPR, que vous avez certainement vu, on peut nous balancer en extrait un tout petit peu pendant que nous parlons par la régie. Quand vous voyez ces chansons, vous voyez tous les mouvements des gens qui vont faire le culte de personnalité, entre guillemets, je le dis, bien évidemment, ne vous sentez-vous pas corroboré dans votre prise de décision d'autrefois? Voilà, c'est ce qui fait en quelque chose ma fierté. J'ai vu voir de loin des choses que d'autres sont en train de vivre à ce jour. Quand le président Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, c'était de l'enthousiasme. Personne ne voyait ce schéma arriver. Et à un certain moment, lorsqu'il était question de rompre avec l'alliance FCCK, j'ai dit non, ça va nous amener dans des frustrations, d'abord de la classe politique. Ensuite, quand la classe politique est dans sa majeure partie frustrée, les conséquences se font ressentir sur les sociales de Congolais. Alors que l'UDPS, comme parti socialiste, a parmi, ou devrait avoir parmi ses priorités, répondre au social, amener le peuple à pouvoir régler ce problème de base, ce problème au quotidien. Mais nous n'avions pas été entendus. Les faits nous donnent raison. Lorsque vous entendrez Maître Mutombo parler, vous avez nettement l'impression qu'il y a d'une part des personnes qui aiment plus le chef de l'État et de l'autre des personnes qui soit le détestent parce que on remet tout, on réunit tout, ou alors que le président de la République, il avait été reçu par les députés de l'Union Sacrée. Cet argumentaire remet même en cause la Constitution de la République, qui voudrait que les chefs de l'État soient au-dessus de la mêlée. J'aurais, moi, voulu, puisque je vous ai dit que le déplacement des députés ne me dérange pas, j'aurais voulu même que ce soit les magistrats ou les juges. Pourquoi? Parce que quand un président d'un parquet ou d'un tribunal se déplace, le tribunal continue à fonctionner, le parquet continue à fonctionner. Contrairement au fait que quand le président de l'Assemblée nationale ou tous les bureaux s'est déplacé, il n'y a plus de fonctionnement au niveau. C'est la fin de l'émission, excusez-moi. Mais malheureusement, à moi, vous avez remis très peu de temps. Mais je veux chuter en disant à M. Mutombo que moi, je suis parmi ceux qui ont battu campagne pour le président Félix Tshisekedi. Entre-temps, lui battait campagne pour le FCC. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous faisons triompher, nous mettons beaucoup plus d'action sur l'intérêt général, sur l'intérêt national. Je pense que même le président de la République a intérêt à ce que son peuple se retrouve dans ses besoins fondamentaux. Et nous, en tant que société civile, l'opposition aussi joue son rôle. Souvenez-vous de ce que disait le président Félix Tshisekedi dans son discours, son premier discours sur l'état de la nation, où il disait qu'il avait besoin d'un contradicteur, il avait besoin d'un interlocuteur, et cet interlocuteur sera la société civile, sera l'opposition. Mais entre-temps, vous êtes de l'opposition et vous parlez. Je ne suis pas de l'opposition, je suis de la société civile. Je suis de la société civile. Dans quelle partie de l'opposition? Merci Patrick Mutombo. Merci Arlette Odia. Excusez-moi, nous avons dépasser largement le temps. Je ne saurais vous donner même le mot de la fin. Je suis en obligation. Je l'ai par cœur. Si vous l'aviez, vous n'aurez pas intervenu dans ces choses. Je l'ai par cœur. Vous ne l'avez pas. Ayez l'humilité de reconnaître. On est de l'opposition une fois qu'on est contre le programme du gouvernement. Mais dans un parti politique. Non, et vous êtes contre le programme de ce gouvernement. C'est faux. Et vous utilisez la société civile juste pour et même si c'était le cas, pourquoi ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas, mais il faut l'assumer parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Je n'assume rien. Pendant que je marchais avec Tshisekedi, vous n'étiez pas en politique. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pendant que je soutenais Tshisekedi, on est en train de parler de quelque chose qui est important. C'est la CENI, c'est la gouvernance. Aux élections, vous n'avez pas battu campagne pour lui. C'est l'intérêt général. Ça, c'est pas mon problème. Ne donnez pas ici l'impression que vous aimez plus le président de la République et le peuple congolais que quiconque
défend une théorie contraire. Bon, tellement que vous ne voulez pas vous assumer comme opposante, je vous concède. Maître Patrick Mutombo, je rappelle, vous êtes membre cofondateur du FP, le Front Patriotique 2023, cette plateforme qui porte à bras le corps la candidature en 2023 de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous étiez en face de Arlette Odia, avocate comme vous également, qui est présidente d'une ASBL, de la société civile justement, au nom de CDUC. Merci infiniment, excusez-moi de nous avoir donné l'occasion de dire les mots de la fin. J'espère que je peux vous revoir pour le prochain numéro. On va revenir pour parler de la marche du 13 novembre. Merci à vous également, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. On se retrouve au prochain numéro.